bienvenue. On a sans doute tous déjà ressenti ça en entreprise, cette espèce de sentiment un peu bizarre que, bon, malgré tous les efforts, les réorgs, il y a comme un truc qui coince. Oui, une sorte de frein invisible, c'est ça. Exactement. Ou une énergie, l'énergie du groupe qui retombe doucement. On a l'impression de pédaler dans le vide parfois. Mhm. Et c'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va explorer ce phénomène en s'appuyant sur 4 articles assez récents. Ils sont parus cet automne sur le blog Apex Synergia. Ah oui, le blog d'Adrien Menant, je connais. C'est ça. Un blog qui s'adresse aux managers, aux dirigeants et qui essaie de faire le lien, très concrètement d'ailleurs, entre la performance et la qualité de vie au travail. Ce qui n'est pas toujours simple, hein. Non, c'est un vrai défi, ça. Alors, notre analyse, elle va vraiment plonger dans ces 4 textes. Ils utilisent des images assez parlantes, je trouve, pour décrire des choses souvent cachées. On va entendre parler d'équipes zombies. Zombie, carrément, hein. Oui, et de préjudices antérieurs, comme des fantômes qui errent dans les bureaux. Ils parlent aussi de fils invisibles, ceux qui tissent nos relations, ou qui les étranglent. La métaphore est forte. Et même d'une entreprise fantôme. Assez mystérieux tout ça. L'objectif, c'est de décortiquer un peu ces idées pour comprendre comment toutes ces dynamiques souterraines, elles influencent notre boulot au quotidien et la performance globale, bien sûr. Et voir s'il y a des pistes pour agir dessus. Voilà. Et surtout, voir comment une approche un peu différente, les articles parlent d'un lean mais plus humain. Comment ça pourrait nous aider à rendre visible ce qui est caché. Et peut-être, qui sait, à réveiller un peu tout ça. D'accord. Alors, allons-y. Explorons un peu ça ensemble. On peut commencer par cette histoire d'équipe zombie. C'est lié à un concept dont parle un des articles, le brownout. Le burn-out, oui. Moins connu que le burn-out. C'est ça. C'est pas la fatigue classique, le coup de mou. C'est plus profond. Une sorte de... Une déconnexion, de perte de sens. Les gens sont là, mais... Plus vraiment là. Exactement. Ils sont présents, ils font le travail. Parfois même, ça a l'air d'aller en surface. Mais en intérieur, le moteur est coupé. L'article utilise ce mot, zombifié. Ah oui, c'est assez violent comme image. Ça fait écho d'ailleurs à ce que dit le philosophe André Comte-Sponville sur le désenchantement au travail, ou Patrick Légeron sur la fatigue du sens. Oui, cette perte de finalité. Tout à fait. Et il y a un chiffre récent, là, de Malakoff Humanis, de 2024. Près de 30% des salariés disent qu'ils ne voient plus bien à quoi sert leur travail. C'est énorme. 30%, c'est considérable. Ça montre bien une déconnexion, oui. Et cette perte de sens, ce brown-out, elle sort pas de nulle part, hein. Un autre article du blog suggère que ça peut venir de l'histoire de l'entreprise, de choses pas réglées, ce qu'il appelle les préjudices antérieurs. Et les préjudices antérieurs, c'est-à-dire ? Mais ça peut être des décisions passées qui ont été mal vécues, perçues comme injustes, des conflits qui ont laissé des traces, des fusions compliquées. Ah oui, des cicatrices, en quelque sorte. Pèse sur l'ambiance, sur les décisions d'aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de rendre visible une histoire qui influence encore, mais dont on n'a pas forcément conscience. C'est ça. Et c'est intéressant parce qu'il fait le lien avec les travaux de Bert Hellinger sur les constellations systémiques appliquées à l'entreprise, notamment par Chantal Motto. Les constellations en entreprise ? Oui, l'idée de base, c'est qu'une organisation, un peu comme une famille, elle fonctionne avec des règles implicites, des lois systémiques. Il y en a 3 principales qu'on cite souvent. Lesquelles ? D'abord, le principe d'appartenance. Chacun a le droit d'avoir sa place. Même ceux qui sont partis, même les projets qui ont échoué. Faut pas les oublier. D'accord. L'appartenance. Ensuite, l'ordre. Ça veut dire que les rôles, les hiérarchies fonctionnelles doivent être clairs et respectés. Qui fait quoi? Qui est responsable de quoi? Logique. Et le troisième ? C'est l'équilibre. L'équilibre entre ce qui est donné et ce qui est reçu. La reconnaissance du travail, de l'effort. Quand ce principe est bafoué de façon répétée, une équipe mise à l'écart, un manque de reconnaissance chronique, des rôles flous, le système essaye de compenser. Mais souvent, ça crée d'autres problèmes. Ouais. Oh, c'est pas un peu abstrait tout ça ? Comment on voit concrètement ces fantômes du passé ou ces déséquilibres quotidiens ? Quels sont les signes qui devraient nous alerter ? C'est une bonne question. Les articles donnent des exemples très précis. Souvent, ce sont des patterns, des choses qui se répètent et qui devraient nous interpeller. Comme quoi, par exemple ? Par exemple, un turnover très élevé dans un service précis, et ça dure malgré tout ce qu'on essaie de faire. Ou alors des résistances au changement qui semblent complètement disproportionnées par rapport à ce qui est proposé. Mhm. Oui, on voit ça parfois. Ou encore une baisse d'engagement généralisée alors que sur le papier les salaires sont bons, les conditions aussi. On ne comprend pas pourquoi.
Et les solutions habituelles ne marchent pas. Exactement. C'est souvent ça le signe. Les plans d'action classiques échouent parce qu'ils ne touchent pas à la vraie cause, cette blessure cachée, ce truc pas reconnu. Il y a une phrase très forte dans un des articles, ce qui n'est pas reconnu se répète. Ah oui, c'est puissant ça. Tant que l'histoire difficile, le préjudice, n'est pas au moins symboliquement regardé en face, intégré, le système risque de rejouer sans cesse les mêmes scénarios. D'où l'importance de la reconnaissance, pour permettre au système de respirer à nouveau, de retrouver une certaine fluidité. Et travailler sur les 3 principes peut aider. Rappelle-les-nous. Alors, 1, l'appartenance. Ne pas faire comme si le passé n'existait pas. Reconnaître la contribution de tout le monde, même des anciens, même quand ça a foiré. Honorer le passé, pour pouvoir avancer. Ok. 2, l'ordre. Clarifier les rôles. Qui fait quoi? Qui décide? Ça évite plein de frictions inutiles, de jeux de pouvoir. La clarté. Et 3, l'équilibre. Veiller à ce que le travail soit reconnu à sa juste valeur. Restaurer la confiance si elle a été abîmée par des promesses non tenues ou des injustices. C'est un travail sur la mémoire et sur une forme de justice dans l'entreprise finalement. C'est fascinant de voir comment cet invisible du passé peut façonner le présent. Mais les articles ne s'arrêtent pas là, hein. Ils parlent aussi des fils invisibles qui se tissent, maintenant, au quotidien. Oui, la dimension relationnelle. C'est ça. L'idée, si je saisis bien, c'est qu'à côté de l'organigramme officiel, il y a toute cette structure informelle. Les relations, les affinités, les loyautés, les tensions aussi. Le réseau réel. Voilà. Et que c'est souvent cette structure-là qui est bien plus puissante pour faire circuler l'info, pour mobiliser les gens, ou pour les bloquer d'ailleurs. Encore une couche d'invisible à prendre en compte. Et l'impact, il n'est pas négligeable. Si on regarde les chiffres qu'ils citent, Malakoff, Humanis, encore eux, en 2024, ils disent que 68% des salariés pensent que le climat relationnel joue direct sur leur efficacité. Ah oui, quand même. Hein. L'ANACT, l'Agence pour l'amélioration des conditions de travail, note que si on met en place des espaces pour discuter régulièrement, on peut faire baisser les conflits de 25%. C'est significatif. Et une étude Sociable de 2023 va même plus loin. 86% des employés et des managers disent que les échecs sont dus au manque de collaboration ou de communication. Inversement, quand les gens sont bien connectés, bien informés, ils seraient jusqu'à 20% plus productifs. Donc, ces fils invisibles, c'est tout sauf anecdotique. Tout à fait. Cette trame relationnelle, c'est un peu le système nerveux de l'organisation en fait. Si elle est tendue, s'il y a des blocages, des conflits, ça paralyse tout. D'accord. Et ça nous amène d'ailleurs à une autre structure cachée qui est peut-être une conséquence de tout ça. C'est ce que le 4e article appelle l'entreprise fantôme. L'entreprise fantôme, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, l'entreprise fantôme, c'est l'ensemble de toutes ces activités qui prennent un temps fou, qui coûtent cher, mais qui au final n'apportent aucune vraie valeur, ni aux clients, ni même à l'entreprise. Des exemples utiles. Tu vois, les retouches permanentes sur des dossiers parce que ça n'allait pas du premier coup. Les multiples niveaux de validation parce qu'on manque de confiance. Les réunions interminables où on ne décide rien. Les reportings qui servent surtout à vérifier d'autres reportings. Ah oui, la bureaucratie inutile. C'est ça, une sorte de bureaucratie parallèle. Elle naît souvent sous la pression du faire toujours plus avec moins. C'est une tentative, souvent maladroite, de compenser des problèmes de fond, des processus pas clairs, un manque de qualité au départ, des imprécisions. C'est le royaume du gaspillage invisible. Et l'impact financier, il est loin d'être nul. L'article cite une estimation de l'assaut France Qualité. Ces coûts cachés de non-qualité, ça pourrait représenter 10 à 20% du chiffre d'affaires dans certaines industries. 10 à 20%, c'est énorme. Oui. La DARES, la direction des stades du ministère du Travail, elle souligne aussi l'impact négatif des désorganisations sur la productivité. Et l'article cite Michel Berry, qui parle de bureaucratie réparatrice. À force de vouloir tout contrôler pour éviter les erreurs, on crée une complexité monstre qui finit par étouffer tout le monde. Attends, mais si on relit tout ça, ça voudrait dire que cette entreprise fantôme, tout ce gaspillage d'énergie, elle se développe particulièrement là où les fils invisibles de la communication sont coupés ou abîmés. Là où la confiance n'est pas là. Et peut-être aussi là où les fantômes du passé n'ont pas été apaisés. Comme si tous ces problèmes invisibles, ça crée le terreau parfait pour ces activités compensatoires, mais qui servent à rien. C'est exactement le lien que les articles semblent tracer, oui. L'entreprise fantôme, elle se nourrit de ces zones d'ombre. Le manque de clarté, la méfiance qui vient souvent de relations tendues ou d'histoires pas rythmées, les processus mal fichus ou mal compris, elle est la manifestation visible, même si on la mesure rarement, de tous ces mots invisibles. D'accord.
Bon. Alors, si tout ça est en grande partie invisible, le sens qu'on a perdu, l'histoire qui pèse encore, les relations difficiles, ce gaspillage caché, comment on fait pour y voir plus clair? Comment on sort du brouillard pour pouvoir agir? C'est là qu'intervient l'approche Lean. Mais attention, insistent les articles, dans une version humanisée. Lean humanisé. Oui, les outils du Lean, s'ils sont utilisés intelligemment, ils peuvent être de super révélateurs. Pas pour fliquer ou juger, mais pour éclairer les choses collectivement. Par exemple, Prends le Value Stream Mapping, le VSM, la cartographie des flux de valeur. L'idée, c'est pas juste de dessiner le processus idéal sur le papier, c'est de visualiser comment le travail se fait vraiment, avec les attentes, les retours en arrière, les goulots d'étranglement. le flux réel. Voilà. Et l'article dit que souvent, quand on fait ça, on se rend compte que 60 à 70% du temps total est passé à faire des choses qui n'apportent pas directement de valeur au client. Le simple fait de rendre ça visible, ensemble, c'est déjà énorme. C'est le premier pas pour comprendre où part l'énergie. L'OBEA aussi, cet espace de management visuel, c'est un autre exemple. C'est pas juste un mur avec des jolis graphiques. Non. Non, c'est un lieu, qui peut être physique ou virtuel d'ailleurs, où l'équipe se retrouve régulièrement pour regarder les mêmes infos, le VSM, les problèmes rencontrés, les indicateurs importants, et surtout, pour en parler. Ah, le dialogue est clé. Essentiel. Dialoguer pour comprendre les causes profondes, pour décider ensemble des actions à mener. Le Lean Institut France est cité pour cette formule. Voir ensemble pour apprendre ensemble. Ces outils, loin d'être froids et techniques, ils deviennent des supports pour communiquer, pour reconnaître le travail réel, les difficultés. Ils peuvent aider à retisser ces fameux fils invisibles. Et même, en donnant une voix aux frustrations du terrain, ils peuvent commencer à nommer certains fantômes. Donc on est loin de l'image qu'on a parfois du lean, purement technique, obsédé par les chiffres, la réduction des coûts. Comment cette version humanisée, elle intègre vraiment les aspects plus sensibles qu'on a évoqués? La perte de sens, les blessures du passé, la qualité des relations. Alors ce Lean revisité tel qu'il est décrit, il intègre plusieurs dimensions importantes. Vas-y. Premièrement, il s'appuie sur une vision systémique. On ne regarde pas les problèmes comme des fautes individuelles, mais comme des symptômes de déséquilibre dans le système global. D'accord. Une vue d'ensemble. Deuxièmement, les outils VSM, OBEA, mais aussi les rituels comme le QRQC, pour traiter les problèmes qualité rapidement, ils sont pensés comme des facilitateurs de dialogue et de reconnaissance. On reconnaît les problèmes, ouvertement, oui, mais on reconnaît aussi l'expertise des équipes, leurs efforts pour les résoudre. Ça fait écho aux besoins d'équilibre et d'appartenance dont on parlait avec Ellinger. Je vois le lien. Troisièmement, il met vraiment l'accent sur la qualité des liens et de la communication. Certains articles évoquent comment des approches comme l'analyse transactionnelle d'Eric Berne peuvent aider à décrypter les jeux psychologiques dans les équipes ou comment les constellations organisationnelles peuvent éclairer des loyautés cachées qui freinent la collaboration. Ce sont des outils pour lire la trame des fils invisibles. Quatrièmement, quand il rend visible le gaspillage de l'entreprise fantôme, ce Lean le fait sans accuser personne. Il part du principe de Juran, qui est souvent rappelé, 85% des problèmes viennent du système, les processus, l'organisation, le management, pas des gens. Le but, c'est de comprendre ensemble les causes racines, pas de chercher des coupables. Ça change tout, ça. Cinquièmement, il cherche activement à reconnecter les équipes au sens de leur travail. Pourquoi on fait ça? Pour qui? Quel est l'impact? C'est une réponse directe au brown-out, à la zombification. Redonner du sens. Et enfin, tout ça s'inscrit dans une logique d'apprentissage continu. Les 5 pourquoi pour creuser les causes, l'outil Ishika, le Kaizen pour l'amélioration petit pas par petit pas. L'idée, c'est de rendre l'organisation capable d'apprendre de ses erreurs et de s'adapter. Des boîtes comme Michelin ou Airbus sont citées en exemple pour leur façon d'intégrer cette dimension humaine dans leur démarche d'excellence opérationnelle. Et apparemment ça paye, Malakoff Humanis suggère que les entreprises qui arrivent à bien articuler performance, bien-être et sens pourraient voir l'engagement monter de 30% et l'efficacité perçue de 20%. Pas mal. Dans ce contexte, j'imagine que le rôle du manager, il doit complètement changer, non? C'est plus le même job. Ah bah oui, clairement. Le rôle se transforme, moins de contrôle direct, moins de directives qui tombent d'en haut, et beaucoup plus de facilitation, de régulation. Un des articles parle du manager comme d'un régulateur systémique. Régulateur systémique. J'aime bien l'image.
Sa mission, ça devient de veiller à ce que les rôles soient clairs, le principe d'ordre, tu te souviens, de s'assurer que les processus aident les gens à travailler ensemble au lieu de leur mettre des bâtons dans les roues, et surtout de garder la qualité du lien dans son équipe et avec les autres services. Il devient plus un coach, un animateur du dialogue, de la résolution de problèmes en commun. Évidemment, ça demande d'investir pas mal dans le développement des compétences relationnelles, communicationnelles, des managers, mais aussi des équipes d'ailleurs. L'écoute active, savoir donner un feedback constructif, gérer les désaccords. Les fameux soft skills. Exactement. Des entreprises comme Safran, Michelin ou Decathlon sont mentionnées pour le travail préventif qu'elles font là-dessus. C'est vu comme un investissement stratégique pour la santé de l'entreprise et sa performance sur le long terme. Bon, alors, si on essaie de synthétiser un peu tout ça, ce que ces articles nous montrent finalement, c'est que les problèmes qu'on voit en surface, le désengagement, les tensions, la lenteur, les erreurs, ils ont souvent leurs racines dans des couches plus profondes, plus invisibles. Oui. Une perte de sens chez les individus, une histoire de l'entreprise qui n'est pas digérée, des relations humaines qui se sont dégradées, ou ces gaspillages cachés de l'entreprise fantôme. Et tout ça, c'est souvent lié. Et essayer de régler les problèmes juste en surface, sans aller voir ces couches cachées, c'est un peu voué à l'échec, non? L'approche qui se dessine ici et qui est très en ligne avec ce que cherche à faire le blog Apex Synergia, lié performance et QVT, c'est d'abord de rendre visible l'invisible. Exactement. Mettre là le lien sur ces dynamiques souterraines pour pouvoir enfin s'y confronter, mais ensemble, et de manière constructive. C'est tout à fait ça. Ce qui est vraiment frappant quand on lit ces 4 textes à la suite, c'est ce fil rouge, l'importance de la visibilité. Rendre visible le sens perdu pour qu'on puisse s'y reconnecter, ça c'est contre le brown-out. Rendre visible et reconnaître les blessures du passé pour que le système puisse s'apaiser, ça c'est les préjudices antérieurs, les fantômes. Oui. Rendre visible la complexité des relations informelles pour mieux y naviguer, ça c'est les fils invisibles. Et rendre visible le gaspillage, les activités sans valeur pour libérer du temps et de l'énergie, ça c'est l'entreprise fantôme. Et le Lean, dans cette approche humaniste, informée par la pensée systémique, il offre justement des outils, des méthodes pour cette mise en lumière. Mais, et c'est crucial, une mise en lumière qui se veut participative, responsabilisante, tournée vers l'apprentissage. On est loin d'une logique de surveillance ou de sanction. C'est là, je crois, que réside sa vraie puissance pour réconcilier la performance et l'humain. Et ça change complètement la façon de voir l'amélioration continue, en fait. On sort d'une vision parfois un peu trop mécanique de l'optimisation pour entrer dans une compréhension de l'organisation comme un système vivant. Complexe, avec son histoire, ses émotions collectives, la qualité de ses liens, un organisme. Voilà, un organisme qui a besoin de clarté, de reconnaissance, de sens pour bien fonctionner et pour s'épanouir. Ça me fait penser à une citation de Charles Pepin, qui est dans un des articles. C'est dans la relation à l'autre que l'on se découvre, que l'on grandit et que l'on crée ensemble. C'est une belle citation, tout à fait. Et peut-être pour finir, une question à laisser infuser, inspirée par cette idée de fantôme et par la phrase de conclusion d'un des textes. Ce que l'on nomme fantôme n'est souvent qu'une partie de soi qu'on n'a pas encore regardée. Alors, la question, ça pourrait être, quelles sont ces parties fantômes dans nos propres organisations ? Dans nos équipes, ces efforts invisibles qui ne créent pas de valeur, ces tensions qu'on ne dit pas mais qui plombent l'ambiance, cette histoire collective qui influence peut-être encore nos choix sans qu'on s'en rende compte. Quelles sont ces zones d'ombre qui freinent peut-être aujourd'hui notre élan, notre vitalité commune? Et si c'est autant une saison assez propice finalement, pour regarder ce qui doit tomber pour que autre chose puisse renaître, si c'était le bon moment pour commencer à les éclairer, ensemble, avec un peu de courage et surtout beaucoup de bienveillance.